Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Géopolitique et économie vont de pair. Les guerres en Ukraine et en Palestine rendent le climat macroéconomique mondial incertain. En 2024, la Banque mondiale prévoit une croissance modérée. On parle d'un taux de croissance de 2,4% et selon la note de conjoncture 2024 publiée par la Direction des études et prévisions financières, la dynamique économique mondiale reste dépendante des grandes économies émergentes. Inflation, hausse des taux d'intérêt, baisse du pouvoir d'achat. Quelle perspective pour 2024 ? Comment le Maroc se place dans ce contexte tendu et incertain? C'est le sujet de ce soir. Et avec nous pour en parler, M. Driss El Aissaoui, vous êtes analyste économique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir est le mien, sincèrement. Donc, parlons de ce taux de croissance de 2,4% qui a été annoncé, donc un taux qui est inférieur à celui de l'année dernière et à celui de 2022 qui était de 3%. Quelles sont les attentes aujourd'hui pour 2024 ? Quelle perspective ? En fait, c'est le résultat d'une évolution particulière de la conjoncture économique. En principe, les conjoncturistes avaient tablé sur l'année 2023 pour qu'il soit une année de stabilisation afin de pouvoir commencer une hausse tendancielle de la croissance à partir de 2024, 2025, etc., jusqu'à 2030, pour rejoindre un peu toutes les prévisions qui ont été faites dans le cadre de la nouvelle approche du développement que le Maroc s'est octroyé. Mais cette évolution, je pense qu'elle est déjà pas mal. Quand on regarde un peu les indicateurs qui sont sélectionnés par la Banque mondiale, par la direction des prévisions économiques au niveau du ministère de l'économie et des finances au Maroc, c'est-à-dire que c'est des choix qui font que le Maroc aujourd'hui est un pays qui s'apprête à jouer de grands rôles. Mais pour le faire, il faut résoudre un certain nombre de problématiques fondamentales. Tout à fait, mais avant de parler du Maroc au niveau international, par rapport à la conjoncture actuelle, ce taux de 2,4%, vous le disiez tout à l'heure, on attendait plutôt un rebond, et là c'est un taux qui est inférieur à celui qui a été en tout cas enregistré l'année dernière. Donc, est-ce que c'est... C'est dû au fait que les économies européennes, par exemple, n'ont pas évolué au même rythme. D'ailleurs, si vous regardez la partie Europe, vous allez trouver que disons, le chiffre il est beaucoup plus modeste. Alors, quand on regarde l'évolution de manière générale, effectivement, ce n'est pas un taux élevé, il reste très modeste par rapport à ce qui était attendu depuis un certain nombre d'années. Donc, je pense qu'au niveau mondial, l'économie monde va vivre une phase de transition vers, on l'espère, de grandes perspectives en matière de croissance économique. On parle aujourd'hui d'une dépendance, donc une dynamique économique qui serait dépendante des pays émergents. Qu'en pensez-vous ? Oui, écoutez, aujourd'hui, nous parlons de plus en plus des économies émergentes et on inclut dedans un certain nombre de pays. Des fois, c'est logique, des fois, c'est pas logique, mais de toutes les manières, les économies émergentes sont celles qui doivent faire toute la différence en termes de taux de croissance au niveau mondial. Et c'est elles qui nous diront demain si nous allons aller vers une conjoncture économique positive ou non. De quelle manière est-ce qu'elles impactent les pays en développement ? Les pays en développement, vous savez, ils sont dans une logique de dépendance les uns par rapport aux autres. Prenez n'importe quel pays en développement aujourd'hui, d'abord, il a son commerce extérieur qui est lié à l'évolution de l'investissement et à l'évolution de toutes les économies qui lui sont rattachées. Et les pays en développement restent bien entendu liés à cette conjoncture qui est très incertaine. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, à part un certain nombre de pays qui ont fait des choix, qui sont en train de travailler, sauf pour ceux qui sont en situation de guerre
Ça, c'est une situation anormale. Mais pour les pays en situation normale, je pense que ça va être un peu difficile, mais ça se fera. On arrivera à boucler la boucle. Une économie donc sur la bonne voie selon vous, n'est-ce pas? Je pense que l'économie monde n'est pas du tout sur une mauvaise posture, sincèrement. Malgré toutes les incertitudes aujourd'hui liées à toute la géopolitique? Oui, la géopolitique, vous l'avez dit à l'introduction de votre émission. L'économie, voilà. La géopolitique joue un rôle énorme dans la stabilité économique. C'est ça le problème. Et nous sommes en train, et on peut prendre tous les exemples que vous pouvez imaginer. À chaque fois, d'abord, sur la théorie économique, nous savons que, par exemple, l'économie de guerre a été un moteur de la croissance économique au niveau mondial, depuis toujours. Et c'est l'économie d'armement qui tire le développement dans un certain nombre de pays, que ce soit les États-Unis ou un autre pays. Aujourd'hui, nous voyons que les guerres qui se multiplient et qui se développent dans tel ou tel pays, il y a toujours derrière une économie de guerre qui tire la croissance des pays de manière générale et qui la tire vers le haut. C'est ça le problème. C'est que malheureusement, l'homme est habitué à tout casser avant de reconstruire. Une économie qui provoque aussi une inflation généralisée au niveau mondial. Certainement, vous savez. Qui impacte directement le pouvoir d'achat des citoyens. L'inflation est la maladie du siècle. Si vous voulez, quand on regarde un peu la définition de qu'est-ce que le taux d'inflation, c'est l'évolution du niveau général des prix. Et généralement, ce niveau général des prix, il suit un peu la tendance haussière qui est impliquée par la logique du fonctionnement des économies. Absolument. Alors, aujourd'hui, les exemples sont nombreux. On peut prendre par exemple l'exemple du Maroc. On a vécu pendant un moment... Et justement, le Maroc, puisque vous parlez du Maroc, comment se place-t-il dans cette conjoncture internationale? Le Maroc est un pays, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a beaucoup d'ambitions. Et c'est des ambitions justifiées, que ce soit pour le développement tout court, pour ses industries. Alors quand on parle des industries, il y a l'industrie automobile, il y a l'aviation, il y a la sous-traitance au niveau des grandes industries. Et quand on regarde tout ça, on trouve que finalement, le Maroc n'est pas mal loti, à part quelques problèmes sérieux liés au manque d'eau, liés au fait que l'agriculture nous joue plus... On va en parler, bien évidemment, oui. Bien sûr, donc on aura le temps de revenir à ça. Mais le Maroc reste un pays qui aspire à devenir parmi les pays émergents, on l'espère, parce que tous ces projets sont inscrits dans cette logique et de tendance haussière en ce qui concerne un certain nombre d'investissements. Au niveau de l'inflation au Maroc, une inflation qui en 2023 a commencé déjà à redescendre, est-ce qu'on peut attendre une poursuite de cette baisse pour 2024 ? Oui, écoutez, d'abord, on a vécu avec un taux d'inflation qu'on n'a jamais connu, c'est 8%, ce qui est énorme. Et il a fallu que Banque el-Maghreb, la banque centrale, puisse jouer son rôle de régulateur tel que le définit la loi bancaire. Et la Banque du Maroc a joué ce rôle. Et on a pu justement revenir à de meilleurs sentiments et à une meilleure conjoncture socio-économique au niveau du Maroc. Les choses ont évolué dans le bon sens. Il y a une baisse. Je pense que maintenant, on est aux environs de 3%, ce qui n'est pas mauvais du tout, parce nous avons une évaluation de l'inflation au niveau du 2 à 3% maximum. La Banque du Maroc joue ce rôle de régulateur. Mais justement, la Banque centrale qui a augmenté les taux, aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre avec cette baisse de l'inflation à une baisse des taux ? Il n'y a pas d'automatisme, sincèrement. On est en train de parler de choses véritablement qui jouent
comme un balancier. Là, on parle du Maroc, mais aussi au niveau mondial, parce que toutes les banques centrales ont joué un petit peu le même rôle. Ils ont tous augmenté les taux pour juguler cette inflation. Absolument. Est-ce qu'au niveau mondial et au Maroc, on peut s'attendre à cette baisse des taux? La baisse des taux, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'automatisme. On est en train de parler de conjoncture économique. Ce qui s'adonne à cet exercice s'appelle des conjoncturistes. Donc, c'est des gens qui observent les indicateurs, voient un peu leur évolution ici et là et décident que tel secteur va évoluer. Alors maintenant, est-ce que les taux vont pouvoir baisser, les taux d'intérêt? Personne ne le sait, sauf le fait que nous avons, par exemple, un système bancaire, quand il ne joue pas le rôle, quand il ne joue pas son rôle disons, de financeur de l'économie, il commence à devenir spéculateur, là, ça devient problématique. Et c'est là où, véritablement, on est en train de parler d'une inflation qui ne dit pas son nom, mais qui est sournoise, qui est là, qui est sous-jacente à toutes les conjonctures économiques. Et on doit vivre avec. On est obligé de vivre avec. Donc tout dépendra de la conjoncture et de l'évolution de la conjoncture internationale. Parlons maintenant de ces secteurs qui se portent bien aujourd'hui au Maroc. Donc cette note a mis en avant les exportations automobiles, oui. Les produits également énergétiques, de l'électronique, le textile et le cuir. Donc que dire de ces secteurs qui se portent bien aujourd'hui? Les secteurs qui se portent bien n'ont pas toujours vécu dans de beaux draps. Le tourisme a été un secteur, c'est-à-dire après la maladie du Covid, on a vécu des moments très difficiles. Oui, le tourisme, on y reviendra juste après ces secteurs. Mais alors, les autres secteurs, l'automobile par exemple, l'automobile est un choix important que le Maroc avait fait avec une première usine au niveau de Tanger, que ce soit au niveau de l'usine elle-même ou de l'arrière-zone d'activité économique avec elle, qui marche bien pour l'instant. Nous avons, en dehors de l'automobile, nous avons tout ce qui est électricité, tout ce qui est exportation. Ceci s'est fait grâce à un travail d'ingénierie au niveau de la politique étrangère du Maroc. Les exportations qui sont aujourd'hui en hausse, c'est aussi les importations qui ont baissé. Oui. Ça réduit le déficit commercial. Absolument, c'est une bonne chose. Vous savez, vous êtes en train de mettre le doigt sur là où le problème est difficile à comprendre, vous êtes en train de le montrer. Nous diminuons les importations. Ça veut dire qu'on n'est plus en besoin d'importer un certain nombre de biens intermédiaires. Nous n'importons que ce qui nous sert. Alors avec ça, la balance commerciale, elle ne peut que se comporter agréablement. Alors on a eu la même chose avec l'Europe, on a eu la même chose avec un certain nombre de pays, mais le Maroc est en train de se positionner comme étant lui-même un pays exportateur, un nouveau pays industrialisé qui a un taux de croissance intéressant et qui se place parmi les futurs dragons de l'Afrique, il faut le dire. Et il y a un travail qui est en train d'être fait, que ce soit au niveau de l'agriculture, parce que toute la coopération sud-sud, quand vous regardez toute l'évolution de la politique africaine du Maroc, vous vous rendez compte que finalement, le Maroc a été un excellent exemple de développement de ces activités avec les pays africains. Alors, les exemples sont nombreux. Vous avez le gazoduc Nigeria-Maroc, et tout le travail qui accompagne cela. Et puis la façade atlantique. Là, alors, j'y venais, parce qu'en fait, quand Sa Majesté le roi Mohammed VI a fait le discours du 48e anniversaire de la Marche verte, qu'est-ce qu'il a dit? Il est temps qu'on s'occupe de la façade atlantique. Il est temps qu'on puisse la développer. Et à ce moment-là, il y a ce projet du gazoduc Nigeria-Maroc qui va concerner 13 jusqu'à 15 pays pour l'ensemble qui vont pouvoir en bénéficier et devenir de véritables exportateurs de richesses et non pas
de problèmes, comme le disaient les pays européens. Et rappelons que le continent africain est un pays riche en ressources. Absolument, c'est un pays... un capital humain également à exploiter. Il y a un capital humain parce qu'en fait, même les projections de l'Union africaine sont des projections énormes en ce qui concerne la jeunesse africaine. D'ici 2060, ils ont un projet extraordinaire pour le développement au niveau des pays africains avec les jeunes Africains. Les jeunes Africains, comme on le dit, c'est la femme et l'homme. Les deux sont présents et ils peuvent remplir des rôles extraordinaires à tous les niveaux. Et c'est ce qu'ils feront. Je pense qu'ils le feront quand la possibilité va s'offrir à eux. Et ils montreront qu'en fin de compte, l'Afrique, c'est la mère de tous les continents, de toutes les richesses. C'est à partir de l'Afrique que la civilisation s'est créée, que tout le développement s'est fait à partir de l'Afrique, et tout va revenir vers l'Afrique pour justement faire un nouveau démarrage très heureux et très utile pour l'ensemble des économies de ce continent. On retiendra donc l'Afrique, la mère des continents, et on Absolument. reviendra donc à ce continent plein de richesses. Et pour rester sur ces secteurs qui marchent bien aujourd'hui au Maroc et qui se portent bien, qui ont consolidé leurs chiffres et les ont même augmentés, le tourisme qui a explosé tous les records au niveau des recettes touristiques, au niveau des arrivées. Quelles attentes aujourd'hui pour ce tourisme marocain, en sachant qu'il y a des projets comme l'organisation de la Cannes 2025 et puis le Mondial 2030? Quelles attentes aujourd'hui par rapport à tout cela? Je pense que pour le Maroc, ce sont là des perspectives tout à fait heureuses pour ce pays. Parce que quand vous parlez de ces rendez-vous avec l'histoire, la Cannes, la Coupe du Monde, c'est des événements importants qui vont drainer des millions et des millions de citoyens à travers le monde, qui vont devoir traverser l'Espagne, venir au Maroc. Et j'espère que d'ici là, on aura trouvé une solution pour traverser entre l'Espagne et le Maroc beaucoup plus simple, que ce soit avec le train ou s'il y a un tunnel. Je ne pense pas que d'ici 2030, on aura construit un tunnel, mais il est possible, il faut le réfléchir comme ça, ce qui se fera en 2030, 2025, parce qu'en fait, revenez à tous les projets de développement annoncés par le Royaume du Maroc. Sur 2027, vous avez toute la programmation sur l'eau qui sera complètement aboutie et terminée, et on pourra avancer en avant. Nous avons tout ce que le Maroc fera sur 2030. Sur 2030-2035, on devra doubler notre PIB d'ici 2035, ce qui est énorme. Tout cela montre que le Royaume du Maroc est un pays que je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est véritablement en voie d'être un pays émergent, mais qui réussit sa transition vers un meilleur avenir. Et tout cela se fait avec quoi? Se fait avec des femmes et des hommes au niveau de ce pays. Et il se fait également avec les femmes et les hommes de l'Afrique. Et le Maroc fait confiance. Si vous regardez un peu l'actualité, vous trouvez que la Tanzanie, vous trouvez que le Nigeria, vous trouvez que pour beaucoup de pays africains viennent au Maroc pour signer des conventions de partenariat et faire en sorte que les provinces sahariennes du Maroc soient le trait d'union réel du Maroc atlantique et du Maroc tout court. Le Maroc sera ouvert sur ces pays. Un hub continental. Un hub financier, économique et technologique. Et qui permettra très certainement aux pays africains de jouer pleinement leur rôle. D'ailleurs, Casablanca est un hub en termes disons, sur le transport aérien. Personne ne peut partir. Le tourisme d'affaires également. Le tourisme d'affaires, c'est à partir de Casablanca. Et je pense que tout cela augure d'un avenir certainement très judicieux et très important qui est joué par les Marocains à ce niveau-là. Et quand nous regardons des notes de conjoncture comme celles que nous avons sous les yeux, développées par le ministère de l'Économie et des Finances, c'est des documents extraordinaires qui nous permettent de dire demain, nous serons mieux.
Aujourd'hui, on a eu tel problème, on a eu tel problème. Et nous avons une dynamique extraordinaire, c'est au niveau du Parlement. Parce que les gens vont au Parlement, ils discutent et ils apportent la preuve comme quoi la politique publique, ce sont des politiques qui sont réfléchies et l'impact de ces politiques, il est connu et on le présente aux citoyens du pays. Ce sont des stratégies qui sont mises en place à long terme, court, moyen et long terme. Absolument. Vous le disiez tout à l'heure, il y a tout le projet qui concerne l'eau, qui devrait en se 2027, concrétiser d'ici 2027. Cette eau qui est aujourd'hui une ressource rare, puisqu'on nous en parlons, maintenant que nous vivons un stress hydrique qui est arrivé à un niveau sans précédent. On entre dans une 6e année consécutive de sécheresse. Qu'est-ce qu'on peut prévoir aujourd'hui pour cette année 2024 au niveau de la campagne agricole? Je pense qu'on a droit, parce qu'en fait, déjà, le gouvernement avait annoncé que ce sera une année sèche et que le rendement ne sera pas celui qu'on attendait toujours. Mais malgré cela, le Maroc reste aujourd'hui résilient. Il est résilient, pourquoi? Parce qu'en fait, on est en train de parler d'une campagne agricole pour 3 céréales. Le blé dur, le blé tendre et l'orge. Et ce sont des céréales que nous utilisons, que ce soit de manière directe ou indirecte. Directe, c'est celle que nous avons déjà au niveau des champs marocains, mais celle qu'on importe de manière indirecte, c'est toute l'importation que fait l'Office national des céréales et légumineuses avec des appels d'offres sur ces produits-là. Et nous les importons pour pouvoir garder l'équilibre. Parce que le Maroc, il a besoin de 100 millions de quintaux, bon an, mal an, chaque année, pour pouvoir maintenir ses équilibres. S'il le fait, s'il arrive à les avoir, c'est bon. S'il n'arrive pas à les avoir, ça veut dire qu'il a un déficit et que le taux de croissance, qui est un taux de croissance très fragile, il est lié justement à la pluviométrie, il reste dépendant de cela. Mais on a remarqué, à travers les notes de conjoncture, que malgré le fait que l'eau n'est pas toujours présente, on arrive à faire des conjonctures qui sont plus positives qu'autre chose, sincèrement. On arrive à le faire. Pourquoi? Parce qu'on a développé d'autres secteurs, d'autres possibilités de création de richesses qui ne sont pas toujours celles liées à l'agriculture ou à la céréaliculture. C'est ça le plus important. Exactement. Parlons maintenant des investissements directs étrangers. Oui. Donc, quel rôle joue-t-il aujourd'hui? Comment impacte-t-il l'économie nationale? Ce qu'on appelle les IDE, c'est les investissements directs étrangers, ce sont des investissements importants. Qu'est-ce qu'ils apportent? On en a parlé depuis tout à l'heure. On les retrouve au niveau de la voiture, on les retrouve au niveau de l'électricité, on les retrouve au niveau de la transformation électrique, etc. Donc tous ces investissements, quand ils viennent, ils amènent de l'argent, ils amènent de l'argent frais, mais en même temps, ils amènent une technologie et un savoir-faire. Et les Marocains sont devenus excellents dans l'utilisation de toutes ces technologies. Je ne parle que du point de vue économique. Bien évidemment. Sur le plan économique, les Marocains savent utiliser leurs ressources, qu'elles soient internes ou celles qu'apporte un investissement direct étranger quand il vient au Maroc, parce qu'il ne vient pas tout seul, il amène avec lui toute la croissance, le savoir-faire et le savoir-être qu'apportent les investissements étrangers. Vous le disiez à l'instant, donc un savoir-faire marocain, un capital humain riche en potentiel, oui. Des formations qualifiantes. Donc, bien sûr. Que ce soit au niveau des secteurs automobiles, aéronautiques. Tous les domaines. Et puis l'intelligence artificielle maintenant. Ah oui, là maintenant, on rentre dans une nouvelle ère. De toutes les manières, il y a le Conseil supérieur de l'éducation qui a consacré toute une session à l'intelligence économique, ce qui est excellent. Mais on reste quand même tributaire de ce que fera la jeunesse. Et la jeunesse marocaine, elle a démontré depuis toujours qu'elle était capable de faire des choses importantes au niveau de ce pays. Nous l'avons vu et nous avons toute l'initiative prise par Sa Majesté le roi Mohammed VI au niveau de la création des villes de métiers. Les cités métiers. Les cités métiers, c'est une création extraordinaire qui permet au Maroc de s'adapter
à toutes les situations, à toutes les conjonctures que l'on peut attendre, que ce soit technologique ou humain, ou disons, tout le développement vient à travers ces villes et ces métiers que nous sommes en train de développer. Et nous avons déjà les ouvriers, la main-d'œuvre, elle est là. Les Marocains sont déjà spécialistes dans la construction automobile à travers, par exemple, tous les sites qui ont été créés. Et je vais citer peut-être un site qui a été fait à Casablanca avec les Coréens, avec la Corée du Sud, pour créer de nouveaux moteurs, etc. Et ça marche très, très bien. Des choses donc qui marchent, des stratégies qui marchent et qui sont déployées à court, moyen et long terme. Un capital humain riche au Maroc, un potentiel à exploiter. Et c'est sur ces derniers mots que nous finissons cet entretien avec vous, Monsieur Daliss Essaoui. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes analyste économique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. C'est donc la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée.